les Gaulois sont réfugiés dans l'oppidum défendu par de hautes falaises. Dès leur arrivée, les légionnaires de César installent leur camp sur les plateaux alentours. Les archéologues n'en connaissent sans doute qu'une petite partie. Pour se protéger des sorties des guerriers gaulois pendant la construction des remparts, les Romains creusent un fossé de 6 mètres de large. Ils dressent ensuite une ligne de fortification pour faire le blocus de l'oppidum, c'est la contrevallation. Pour éviter une attaque par une armée de secours venant de l'extérieur, César fait construire une seconde ligne autour des camps. On l'appelle la circonvallation. La plupart de ces lignes, connues depuis le XIXe siècle, ont été confirmées et précisées par la photographie aérienne. À partir de toutes ces informations, Michel Rédé a dirigé une campagne de fouilles nationale de 1991 à 1997 avec une équipe franco-allemande. Bien, nous sommes sur le rebord de la montagne de Bussy, avec derrière nous le camp C, qui est le camp de la Biennus, et devant nous, derrière la vallée de l'Auze, l'oppidum d'Alésia, où s'était enfermé Vercingétorix, et puis sur le côté, vers l'ouest, la plaine des Laumes, le Réa, la montagne nord, et le Castellum 18. Alors on a ici un sol calcaire, comme vous voyez. C'est un sol qui est constitué d'une dalle compacte à bien des endroits, très très proche de la surface du sol, 10-15 cm. On racle tout ça et on voit apparaître sur cette dalle blanche les structures en creux qui sont sombres. Ce sont les structures des camps de César, trous de poteaux des tours, fossés, défense avancée, défense de la porte et éventuellement fosse, dépotoir qu'ont laissé les légionnaires. Quand on installe les camps, on répartit les soldats en plusieurs équipes. Les uns creusent le fossé et les trous de poteaux, et les autres partent dans les forêts alentours préparer le bois des fortifications. Les pierres et la terre du fossé servent à édifier le rempart. C'est un gros travail, mais les hommes ont l'habitude. Ils sont nombreux, et puis c'est du provisoire. Devant les portes, le fossé s'arrête. Alors pour se protéger, on installe juste en face à l'extérieur un titulum avec des branches pointues, et puis à l'intérieur, on construit une clavicula qui nous permet de lancer des javelots sur le côté faible de celui qui arrive. Quand toutes les légions se déplacent sur les chemins pour changer de camp, on passe pas inaperçu. Toutes nos affaires sont transportées sur des centaines de charrettes. C'est le cas de nos tentes en cuir, dans lesquelles peuvent dormir une dizaine de soldats. Je parle pas des tentes des chefs qui sont plus grandes et plus luxueuses, bien sûr. Peut-être là. Celui-là. René Gueguet s'est intéressé aussi aux lignes de contrevallation et de circonvallation construites dans la plaine. En 2003, de nouvelles traces sont apparues qui complètent les fouilles menées en 1995 par les archéologues allemands. C'est parfait, mais c'est hydrologique, hein, c'est pas archéologique. Alors on refait un tour pour ce qu'on a fait refaire tout à l'heure. Le castellum de l'Épineuse est construit entre les deux lignes de fortification. Voilà une photo tout à fait inédite, c'est celle des fossés de la contrevallation qu'on aperçoit ici dans une luzerne. Il y a les 3 fossés parallèles qu'on ne connaissait pas et qui ont donc été une des révélations de la campagne de 2003. C'est dommage que nous n'ayons pas eu cette photo lorsque nous avons commencé à fouiller, parce qu'on voit le castellum de l'Épineuse, et puis on voit bien aussi toutes nos fouilles, là, sur toutes les fouilles anciennes qu'on a faites. Alors, on ne fait pas de fouilles au hasard. Donc il est tout à fait indispensable d'avoir, avant la fouille,
un certain nombre d'indications précises sur les endroits que l'on veut sonder. La photographie aérienne nous a apporté des quantités d'informations nouvelles que Napoléon III n'avait pas vues, en particulier en nous permettant de focaliser sur des endroits très précis, parce que à ces endroits-là, nous avions des indications tellement précises que nous pouvions fouiller à coup sûr. Ces deux lignes sont construites ici en plaine, dans une région qui est assez marécageuse. Les fossés extérieurs sont certainement remplis d'eau. Et ce qui est important de noter, bien sûr, c'est que dans ce contexte géologique, très différent de celui des plateaux, les constructions ne peuvent pas être en pierre, mais elles sont en mode de gazon et en terre armée. Ce qui fait des remparts très très solides, très durables. Nous devons en même temps chercher les matériaux, le bois, la pierre, assurer les approvisionnements en blé et nous protéger des attaques ennemies. Alors pour garder des bras à la construction des lignes de fortification, César pense qu'on pourrait défendre nos retranchements avec moins de soldats. Ainsi, les grandes branches fourchues installées sur le rempart de gazon devraient ralentir une escalade ennemie. Nous avons aussi installé des pièges devant les fossés. Les soldats ont coupé des troncs d'arbres et taillé leurs extrémités en pointe. Ils ont enfoncé ces fourches dans le sol et les ont reliées entre elles pour qu'il soit impossible de les arracher. Et pour compléter le tableau, dans la plaine, nous avons même rempli les fossés avec de l'eau dérivée des rivières. Inutile de dire que ceux qui pénètrent dans cette zone risquent gros. Alésia, c'était véritablement une cible tout à fait extraordinaire. Il y a l'emplacement d'une ville gallo-romaine avec des maisons, il y a l'emplacement d'un oppidum gaulois avec des cabanes, avec d'autres types de maisons, et il y a l'emplacement d'un siège avec ses camps, avec ses fossés. Mon avion, maintenant, passe systématiquement à Alésia, même quand je ne le pilote pas sur Alésia. C'est tout à fait involontaire, il y a une sorte de pilotage automatique, et c'est d'ailleurs ce passage, encore cette année, alors que ça n'était pas prévu dans les plans de vol, ce passage sur Alésia qui a permis de trouver des choses nouvelles.